Mais l'ordre n'émane pas d'un simple citoyen, un civil, un commerçant qui vient s'arrêter dans une gendarmerie pour donner des ordres de séquestrer comment on appelle ça, des gens qu'il a accusés, tout simplement pour satisfaire son ego ou bien pour, comment on appelle, pour se venger. C'était ça, c'était de la haine, c'était de la vengeance. Sinon, adultère, ok, mais garde à vue, d'accord, mais séquestration et punition, je vois pas l'intérêt. Il y avait bien sûr autre chose derrière. Donc, durant la nuit, à un moment donné, j'ouvre les yeux et je vois des médecins, je vois des gendarmes qui font des allers-retours, qui parlent, qui donnent l'instruction de sécuriser l'hôpital. Il y a eu, il paraît, 3 pick-up remplis de gendarmes qui refusaient l'accès à ma famille et à mes amis qui ont suivi le convoi de l'ambulance pour venir à l'hôpital. Donc on leur a refusé l'accès. Ils ont dit qu'un hôpital, c'est pas la gendarmerie. Eux, ils ont le droit de rentrer, ne serait-ce que pour voir soit leur sœur ou bien pour, même par exemple, là, ils peuvent avoir besoin d'aller à l'urgence, mais ils ont refusé catégoriquement. Personne n'avait accès à la gendarmerie. Et moi, là où j'ai reçu l'oxygène, j'ai ouvert les yeux, il y avait 3 gendarmes dans cette chambre, des médecins qui me posaient des questions. Donc, je bavais. Ils ont dit que j'ai essayé j'ai essayé une intoxication et qu'ils pensent que j'ai avalé quelque chose. Et donc, je demande, ils me disent, Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivée inconsciente, évanouie. On a dû vous mettre sous oxygène. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez? Donc, je leur ai dit, ce que j'ai en mémoire, c'est que j'étais dans une cellule de sûreté sur une natte et qu'il y a beaucoup de moustiques qui me piquaient. J'ai encore les traces qui ont beaucoup disparu, mais je mettrai les photos et les vidéos plus tard. Là, ça se voit pas beaucoup parce que ça a disparu entre-temps. Mais bon, donc ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, la dernière fois, c'est que je m'étouffais parce que j'arrivais pas à respirer et puis je me rappelle plus de rien. Donc ils me disent, ok, rassurez-vous, vous êtes à l'hôpital, on vous a mis sous oxygène, on a fait des prises de sang et là on va vous mettre une perfusion parce que voilà, vous n'étiez pas consciente, vous n'étiez pas bien, vous aviez des problèmes de respiration. Donc je me suis dit, ok, ça a dû mal tourner. Entre-temps, j'entendais encore des échos. Donc, il y avait beaucoup d'allers-retours de gendarmes et le commandant de brigade qui donnait l'ordre de ne laisser personne accéder à l'hôpital. Donc, et j'entendais les infirmières qui disaient « Mais c'est qui elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bataille à la porte. » Et le CB leur a dit « Oui, c'est ses amis et sympathisants qui sont contre son arrestation. » Elle est arrêtée, ils sont mécontents. Ils étaient au niveau de la gendarmerie, ils nous ont suivis. Malgré qu'ils ont essayé de déjouer, il paraît, ils ont pris des rues et tout. Donc mes amis qui n'ont ménagé aucun effort, ils ont fait enfoncer leur voiture dans la boue, ils sont venus, ils se sont battus. Il y en a qui se sont même arrêtés face aux gendarmes armés qui les ont menacés de leur tirer dessus. Ils disent qu'ils s'en fichent, mais ils veulent juste se rassurer que je vais bien parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était fini et que j'étais plus en vie. Donc il y a eu une bataille corsée à la porte de l'hôpital. Ils ont mis 3 gendarmes pour que personne n'ait accès à moi. Moi, j'ai essayé de dormir pour récupérer et quand j'ai ouvert les yeux, il était 9h, 10h. Et donc ils ont dit que le milieu hospitalier dans lequel je me trouvais n'était pas approprié vu la présence de microbes et tout ça. Mais bon, moi j'en rigolais au fond de moi parce que je me suis dit là c'est le luxe comparé à là où j'étais. Donc ils m'ont dit que maintenant est-ce que je me sens bien, je peux marcher et tout ça. J'ai commencé à vomir, j'ai vomi comme 2 ou 3 fois en moins d'une heure de temps. Mais après j'ai commencé à marcher et ils m'ont dit qu'il fallait m'amener dans un camp où il y a une infirmerie. Parce qu'à la gendarmerie, il n'y avait même pas de dispositif pour me recevoir en tant que convalescente. Il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. Donc, ils ont préparé mes documents, ils ont acheté les médicaments et tout, que la gendarmerie a refusé de payer d'ailleurs. Ils sont partis présenter l'ordonnance aux amis et aux parents qui ont dit que pourquoi eux, ils vont régler pour quelque chose que eux, la gendarmerie a causé. Donc ça a été un sujet de discorde entre la gendarmerie et l'hôpital aussi parce qu'ils ne savaient pas qui allait payer les frais. Le CB dit que ce n'est pas eux, mes amis disent
ils peuvent, mais ils vont pas le faire. Et donc finalement, je pense qu'ils ont dit de juste faire des bons, que ça va être réglé peut-être par le ministère de la Sécurité ou je sais pas quoi. Donc vers 11h midi, je me lève, on repart à la gendarmerie, le temps de trouver de la place au niveau du camp 1, la maternité du camp 1. Ça a été initié par, comment on appelle ça, une personne assez sympathique, un porteur d'uniforme, qui quand il a appris les choses, il s'est dit que c'est quand même pas à la gendarmerie qu'on devrait me garder et surtout dans ces conditions-là. Donc ils ont suggéré de m'amener au niveau de la maternité du camp 1 pour que je puisse continuer avec les perfusions et que je puisse me reposer au moins sur un lit. Donc voilà, le CV m'a accompagné encore avec une troupe de gendarmes. Donc on m'a transféré là-bas avec une troupe de gendarmes et on m'a mis dans une chambre à l'infirmerie. Ils ont bien pris soin de moi. Et puis voilà, je suis restée là-bas jusqu'à lundi matin. On m'a repris le téléphone, je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas appeler mon avocat ni rien du tout. Et même quand j'ai reçu la visite de mon avocat, ils ont dit que l'entretien ne pouvait pas se faire en privé et qu'il fallait qu'il y ait la présence d'un gendarme pour qu'on puisse échanger. C'est-à-dire je ne pouvais pas me retrouver seule avec un membre de la famille ou avec mon avocate. Il fallait qu'il y ait un gendarme en présence. Donc c'était visiblement de la prison, quoi. J'ai pris mon mal en patience, mais j'étais surtout satisfaite des messages de soutien que je recevais, la visite des amis qui n'ont pas dormi, qui étaient sur pied depuis le jour de notre arrestation jusqu'au lundi. Donc on est resté comme ça. Donc mon avocate avait essayé de voir, vu mon état de santé, qu'on me la confie avant le lundi pour que je puisse un peu récupérer. Il y a eu un refus catégorique. Donc lundi, on est allé au tribunal en présence cette fois-ci de nos avocats qui se sont, comment on appelle, qui ont pris soin de suivre le dossier et d'être présents depuis le matin. Donc ils nous ont suggéré, la famille et le père de mes enfants se sont concertés pendant notre détention pour que la plainte soit retirée compte tenu de l'aspect social, surtout la mère de ses enfants et surtout que j'avais été séparée de mes enfants pendant tout ce temps, de retirer la plainte sous condition de réparer nos véhicules et puis voilà. Donc on est venu, ils ont entamé les discussions, ils ont dit qu'il va retirer sa plainte et qu'il s'engage à réparer les véhicules. On est rentré chez nous. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Je sais que j'ai dû y mettre beaucoup de détails parce que parler comme ça en live, c'est pas évident de se souvenir de tout, surtout après 2-3 jours. Mais voilà, ça n'a pas du tout été facile. Il y avait un acharnement contre notre personne. Mon pote aussi qui a beaucoup été, je parle sous sa permission, hein, mais qui a beaucoup été séquestré aussi, insulté. Sans motif, sans preuve, mais il y a visiblement de la haine et de l'acharnement. Maintenant, les questions que beaucoup de gens vont se poser, c'est pourquoi faire ça à la mère de ses enfants? Cette question demeure sans réponse pour moi-même, dans la mesure où quand on se marie à une personne et que il n'y a plus d'harmonie dans le foyer et que vous vous séparez, je ne vois pas l'intérêt d'humilier la personne, de séquestrer, de faire mal pour satisfaire son ego juste parce que tu as payé de l'argent. Donc il faut que toi tu viennes donner des ordres pour me punir. D'accord, mais moi, ma force intérieure m'a permis de supporter. Donc moi, ma force intérieure m'a permis de supporter parce que j'avais déjà reçu auparavant des menaces. Mes gardiens ont été manipulés par de l'argent pour donner des informations me concernant. J'ai dû licencier pas mal de gardiens, même ma propre nounou. Elle était chez moi, elle était transformée en espion. J'ai saisi son téléphone et passé toute la nuit dans la salle de jeu des enfants juste pour noter à quelle heure je rentrais, je sortais, comment j'étais habillée pour donner toutes ces informations au père de mes enfants. J'ai dû la faire partir et faire venir une autre, mais ça a été tellement difficile pour moi parce que mes enfants étaient habitués à elle. Donc maintenant tout le monde s'est transformé en suspect autour de moi, que ce soit au travail ou à la maison. Je regardais tout le monde en suspect, je me dis, il donne des informations, elle donne des informations. Et c'est tellement difficile quand tu es là, déjà en tant que mère, tu veux prendre soin de tes enfants, mais en même temps, tu as géré quelqu'un qui te traque à tous les niveaux, qui veut savoir ce que tu fais à chaque moment. C'est juste épuisant. J'avais besoin de tout sauf de ça.
Mais si c'était le prix de ma liberté, je me suis dit, écoute, ami, c'est pas comme si tu ignorais que cette personne avait l'intention de te faire quelque chose. La façon dont il a traité ses enfants. L'isolement, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas du respect, ni envers toi, ni envers tes enfants. Donc si le prix à payer, c'est vraiment qu'on te fasse souffrir de cette manière, accepte, encaisse, et toute chose a une fin. Donc le jour où je ressortais, je suis ressortie avec beaucoup d'expérience, je suis ressortie plus forte, ayant été trimballée à gauche, à droite, ayant été victime de violences conjugales, ayant été victime d'insultes de toutes sortes. Si la finalité c'était vraiment de passer par là pour retrouver ma liberté aux yeux de tout le monde, je ne peux que m'en réjouir aujourd'hui parce que tout ça est derrière moi. Alhamdulillah, je suis encore plus forte mentalement et je sais que l'avenir brillera pour moi et pour mes enfants, Inch'Allah. Maintenant, je reconnais qu'il y a eu négligence dans la demande de procédure de divorce, surtout à cause de la pression familiale. Parce que à chaque fois il partait voir la famille pour dire non, je suis pas d'accord, il faut qu'elle revienne chez elle, il faut qu'elle rentre avec ses enfants, mes enfants ne vont pas dans une autre maison, nanani nanana, donc tu es là, on te fait un ping-pong émotionnel, tantôt c'est ci, tantôt c'est ça, alors qu'au fond de toi tu sais que tu veux plus, mais après on te fait dire oui, c'est les enfants, essayer de trouver, n'allez pas jusqu'au divorce, pensez aux enfants, alors que moi-même j'étais consciente que ce mariage ne pouvait rien leur apporter, parce que déjà imaginez un père qui peut aller jusqu'à humilier la mère de ses enfants, qu'est-ce que ces enfants apprendront de ce ménage? Je vois pas quelle valeur ils recevront de ce monsieur, si ce n'est humiliation, torture et pression. Juste parce que j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Maintenant, le côté concernant mon père, ça a été aussi de la manipulation pour appuyer les faits. En réalité, c'est il a appelé mon père pour lui dire qu'il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. Mon père a eu peur, il a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il a dit non, c'est très très grave, il faut venir. C'est ami, ça ne va pas. Donc mon père, il sort, il trouve que ces deux voitures ne sont pas là. Il est obligé d'emprunter un taxi parce qu'il s'est dit que j'ai fait un accident et que j'étais morte. Donc quand il arrive, il dit à mon père, ils sont à l'intérieur, ils sont enfermés à l'intérieur, voilà, je viens de les surprendre. Donc j'appelle la gendarmerie. Et le garçon, je vais le tuer. Mon père dit non, c'est pas la peine de faire ça, ne les tue pas comme tu appelles la gendarmerie. Il a dit oui, oui, la gendarmerie va amener le garçon et je vais lui donner une bonne correction. Mon père dit pour être juste, n'amène pas que le garçon, amène-les tous les deux comme c'est les deux qui étaient là. Et si réellement tu les accuses, comme ça ils vont aller répondre. Mais le fait d'amener un et laisser l'autre, c'est de l'injustice. Donc il a dit non, tu n'enfermes pas l'un pour laisser l'autre. Si tu veux être juste, amène-les tous les deux, comme ça tu auras la vraie version des faits et vous allez régler ça là-bas. Donc il ne pensait pas peut-être que ça allait arriver jusqu'à ce niveau. La preuve est que le lendemain il a pris son avion, il est parti. Mais lui il est allé dire que c'est mon père même qui a appelé les gendarmes, qui a dit de nous maintenir en garde à vue, qui a dit de faire ci, qui a dit de faire ça. Bon bref, moi j'étais comme on appelle en audition. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dehors et tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que il y a eu beaucoup de manipulations et à tous les niveaux, comme quoi nous on était armés, que mon pote l'a frappé, l'a blessé à la main. Ok, mon pote va te frapper toi pendant que tu le surprends en adultère et toi tu peux même pas te défendre. Il n'y a pas de logique dans ce qui a été dit en réalité. Donc je sais qu'il y a eu 1000 versions des faits, mais voilà la seule et l'unique version. Et c'est ce que j'ai dit, si ils ont... Donc celui qui dit de tenir les preuves de l'adultère, les preuves sont les bienvenues. Je pense que quelqu'un qui est capable d'enfermer la mère de ses enfants et de demander à la torturer sous ses yeux, genre il ne voulait pas rentrer à la maison, il a dit mettez-les dans la cellule en ma présence. Il est resté jusqu'à 1h du matin. Il a refusé de rentrer juste pour qu'il nous voit rentrer dans la cellule. Quelqu'un qui est capable de faire ça, s'il avait des preuves, je pense qu'il aurait mis les preuves. Donc dans cette histoire, il y a eu beaucoup d'injustice. Il y a eu de l'abus de pouvoir. Juste parce que M. Bittard, peut-être, il a dépensé de l'argent, je ne sais pas. Mais pour moi, on ne va pas dans un domicile privé pour casser les choses, casser des voitures et prétendre dire que c'est de l'adultère. Surtout une femme avec qui tu n'as pas de vie commune depuis 7 à 8 mois et qui n'est pas à ta charge.
tu viens casser ma voiture, une voiture que j'ai achetée moi-même avec mon argent. Avec quoi j'amène mes enfants à l'école, avec quoi j'amène mes enfants à l'hôpital. Tu viens, tu la casses. Il y a quel lien entre tu viens casser ma voiture, une voiture que j'ai achetée moi-même avec mon argent, avec quoi j'amène mes enfants à l'école, avec quoi j'amène mes enfants à l'hôpital. Tu viens, tu la casses. Il y a quel lien entre flagrant délit d'adultère et casser des voitures? Et surtout que pratiquement tout le monde savait qu'on n'était plus ensemble. Mais à chaque fois, il change de temps, il vient, bon, c'est pas grave, même si on divorce, on peut faire ça à l'amiable, c'est pas un problème, dans le but pour que les enfants ils se rendent pas compte. Moi, j'ai dit que j'ai pas de problème avec ça, je suis civilisée. Il y a beaucoup de couples séparés qui s'entendent très bien dans l'intérêt des enfants, mais tu peux pas faire ça et l'utiliser juste après pour me faire mal ou pour m'humilier et mes enfants avec. Mais bon, bref, aujourd'hui, alhamdoulilah, je marche la tête haute, je n'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai été victime d'abus de pouvoir, j'ai été victime de violences conjugales du père de mes enfants et des autorités de mon pays qui m'ont abandonnée et trahi en tant que femme, en tant que mère, qui m'ont pas apporté soutien et qui ont voulu me punir pour quelque chose qui n'a jamais été prouvé, juste parce que mon mari voulait me punir. En attendant, ça va maintenant, Dieu merci, je suis soulagée maintenant que j'ai apporté ma version des faits et je sais que c'est la seule et l'unique version. J'attends de retrouver mes enfants, ils me manquent énormément. Ça fait 1 semaine que je les ai, 10 jours que je les ai pas vus, 1 an et 2 ans. Il les a gardés chez lui là-bas. En imposant des conditions. Bon, c'est mes avocats qui sont en train de voir avec lui ainsi que la famille. Et dès qu'il jugera nécessaire qu'il est prêt à les laisser venir à moi, ce sera, ce sera mon réconfort de cette expérience. Voilà, ces 2 bébés de 1 an et 2 ans qu'il a voulu séparer de moi. Juste comme ça pour me faire mal. Tout a été fait en fait pour me faire mal. Mais je reste forte parce que il faut que je garde la force pour pouvoir donner encore plus d'amour à mes enfants. Merci à tous et j'espère que cette vidéo parviendra à tous les niveaux afin que tout le monde se fasse une idée de comment les choses se sont passées, de l'abus de pouvoir qu'il y a eu sur moi et le fait que les autorités n'aient même pas été sensibles au fait que c'était une affaire familiale entre un homme et sa femme ou son ex-femme, la mère de ses enfants, mais qui se permet de faire ça. Donc tout le monde a adhéré à l'idée. Très bien. La ville de Bamako, c'est connu, hein, l'adultère et tout. Tu alignes 100 hommes, oui, tu vas en trouver peut-être 90 qui trompent leur femme et il y en a qui cachent même pas. J'espère que à travers cette expérience, il y aura beaucoup de changements de mentalité et que ces mêmes autorités seront à la chasse des hommes qui trompent leurs femmes à longueur de journée afin que maintenant toutes les femmes méritent aient le respect qu'elles méritent dans leur ménage. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais il y a des éclaircissements complémentaires à apporter, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Pour l'instant, je garde ma force pour me battre et récupérer mes enfants. Merci à tous, merci à tous ces amis qui étaient là, à la gendarmerie, au niveau de l'hôpital, auprès de moi.